Donc on va parler de la phase cassée des sols en deux parties. On va prendre des angles de vue particuliers, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc le rôle des horizons profonds, ceux qu'on ne voit jamais. Le rôle des réservoirs hydriques, qui ne sont pas toujours ce qu'on pense en fait. On a beaucoup d'idées reçues sur ce que sont les sols de forte pente, mais qui ne sont pas toujours vérifiées. Le rôle des couvertures, la gestion de la matière organique, des pH, enfin toutes les bases des sols et quelle différence il y a entre des fortes pentes. Et puis enfin, l'intérêt paysager. Ça ne se raconte pas avec des chiffres ou avec des mots, on va passer des photos. Chacun est sensible à ce que c'est qu'un paysage viticole de pente. Il y a une harmonie, il y a une mise en valeur du relief qui est très très particulière entre les alignements de vignes et les courbes de niveau. Donc cet intérêt paysager, vous le verrez au fur et à mesure du passage des diapositives. Et en deuxième partie, ça va être un petit peu plus austère puisqu'on va faire des calculs de surface, combien on a de surface en pente supérieure à tel pourcent. Qu'est-ce que ça impacte comme nombre de parcelles, comme surface parcellaire, parce qu'évidemment il ne faut pas que toute la parcelle soit en pente à 30% pour que ça pose des problèmes, il suffit qu'il y en ait un quart ou un tiers de la parcelle pour qu'on ait réellement des difficultés, qu'on doive prendre ce problème en compte. Voilà. Donc, on va revenir à la base. Donc, pour parler des sols, il faut faire des trous. Et c'est difficile, mais c'est tout à fait possible. Je dois dire que même si on a fait 500 fosses, en fait, on pourrait dire qu'on n'en a fait que 250, puisque vous voyez sur la photo, la deuxième photo, là, qui est encadrée en rouge, on voit qu'en fait, ça fait des demi-fosses, puisqu'on est dans la pente. Et puis, du coup, le fait de faire une fosse dans le sens de la pente, on n'a qu'un demi-trou. Donc, ça nous fait 2 fois moins de tas de terre. Et on rentre à pied. On n'a même pas besoin de descendre comme on fait d'habitude dans nos tombes. Là. C'est à la limite plus facile de faire des observations. Ces fosses, on les a visitées. Là, je vous ai présenté, c'est des vignobles qui sont en Suisse. On va parler un petit peu de la Suisse, on va parler un petit peu des Côtes-du-Rhône, ardéchoises et Côtes-du-Rhône septentrionales. Et puis beaucoup du Beaujolais, hein, puisqu'on est là. On va mettre quand même le focus sur le Beaujolais, mais avec des éclairages sur des régions voisines. On va faire d'abord un petit rappel fondamental qui va me servir tout au long de ma première partie de présentation sur ce que c'est que l'évolution d'un sol et comment se forme un sol à partir d'une roche. Alors il y en a qui ont déjà vu cette diapositive plusieurs fois, mais j'aime bien rappeler un petit peu ces fondamentaux parce qu'en fait on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler, alors je ne le loupe pas. Donc on va faire une opposition entre granit et calcaire et comment ça se passe quand on a suffisamment de temps devant soi, c'est-à-dire quelques centaines ou millions d'années, comment ça se passe dans la roche. Parce qu'évidemment, en Beaujolais, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser. Donc, sur des granites, on a une roche qui est composée de 3 types de cristaux qui sont assez gros, qu'on voit à l'œil nu, qui sont des quartz, qui sont insolubles, absolument inaltérables, des micas, qui sont des petites paillettes riches en fer et en magnésium, qui sont susceptibles de s'hydrater et de gonfler, et des feldspaths, qui sont des grosses plaquettes, plus ou moins grosses, mais qui sont également assez fragiles, qui sont micro-fissurées et qui vont s'altérer sous l'effet des protons de l'eau, hein, essentiellement. Et si on a suffisamment de temps devant soi, c'est-à-dire, vous voyez, en 10 000 ans, on va avoir des altérations entre 1 cm et 30 cm, mais qui vont progresser comme ça dans la roche. Si on a suffisamment de temps devant soi, on va passer du granit dur et sain, hein, avec lequel on construit des pierres tombales, et qu'on tape sur le marteau, ça fait bing, hein, c'est très dur, à un matériau que les vignerons appellent le gore, mais qu'on appelle nous le saprolite, parce que gore, ça fait un petit peu film d'horreur, qui est un matériau plus coloré, plus roux, où les oxydes de fer commencent à sortir des micas et des feldspaths, qui est allégé, qui est nettement plus au même volume. Un bloc de saprolite pèse beaucoup moins lourd, ce qui signifie qu'il est à la fois un petit peu poreux. Si on met un peu d'eau dessus, ça va rentrer au moins en surface de cette roche un petit peu, entre guillemets, pourrie. Et puis, elle reste cohérente. Donc voilà, ces trois adjectifs sont importants. On est allégé, donc on est poreux, donc on peut stocker de l'eau, mais ça reste cohérent. C'est-à-dire qu'il faut quand même taper au marteau dessus pour l'effriter. Voilà. Le troisième stade, évidemment, c'est l'arène. Une fois que tout ça a été un petit peu brassé par les animaux ou par les tracteurs ou par le défoncement, on va avoir du sable assez meuble dans lequel... ah oui, non, le saprolite, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Le saprolite s'allège parce que le mica et les feldspaths se transforment très progressivement en argile. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est qu'une molécule, un minéral micacé ou feldspathique, il suffit de lui retirer un peu de potasse ou un ou deux ions et ça se transforme en argile. C'est très lent,
Ça dépend des conditions climatiques, mais c'est là que se forme l'argile sur le globe. L'argile, elle ne tombe pas du ciel, elle n'est pas au centre de la Terre, hein, donc elle se forme quelque part et c'est là qu'elle se forme. Donc on dit granit, sol sableux, mais il y a de l'argile qui est générée et qui va s'infiltrer dans les fissures, qui va être soit protégée, soit conservée dans le sol, soit le plus souvent, quand on est en pente, toute l'argile qui est conservée dans la partie supérieure du sol va être lessivée puisqu'on est en condition acide, donc pas de calcium pour faire un bon complexe. Et du coup, cette argile, elle va être lessivée, passée dans les ruisseaux, dans la mer. Elle va se déposer dans la mer avec les coquillages. Et petit à petit, c'est ça qui va construire, vous voyez, c'est un cycle mondial, un cycle continental, marin, etc. Et c'est là que se construisent les calcaires. Et c'est comme ça qu'on comprend que les calcaires contiennent de l'argile. Et au niveau d'un continent, l'argile se forme, elle se déplace et elle va se mélanger aux coquilles pour faire un calcaire. Tous les calcaires contiennent un petit peu d'argile. Et ensuite, quand on passe dans des coteaux, calcaires, on a des plaques, mais ce calcaire est composé évidemment en grande partie de carbonate de calcium, puisque ça c'est les coquilles, mais contient de l'argile. Donc, au bout d'un certain temps, sous l'effet de l'eau dissout le calcaire et du coup ne va rester que ce qui était insoluble à l'intérieur de la roche, c'est-à-dire des argiles et des oxydes de fer. Donc, à partir d'une roche calcaire, si on a suffisamment de temps, encore une fois, c'est-à-dire en 1 cm en 10 000 ans, 1 ou 20 ou 30 cm en 10 000 ans, selon les climats, selon la pluviométrie, on va petit à petit avoir des couches de calcaire qui fondent et des épaisseurs d'argile qui s'épaississent par-dessus. Voilà. J'ai fini avec ce côté un petit peu fondamental. Vous voyez sur la partie complètement à gauche, c'est un calcaire qui est en train d'être mangé, entre guillemets, par son argile, hein, par l'acidité du sol. Une fois que le sol a perdu commence à devenir un petit peu neutre ou légèrement acide, il va manger le calcaire petit à petit, qui continue à se dissoudre en abandonnant de l'argile. Donc dans un cas, on avait des sables avec des argiles peu stables, c'était dans le granit. Dans le cas des sols calcaires, on a des argiles, des sols beaucoup plus argileux d'ailleurs, qui vont être souvent stabilisés par le calcium, hein, complexe argilo-humique avec des bons ions calcium. Par contre, on comprend aussi assez bien que des dalles de calcaire, les calcaires, c'est des roches sédimentaires, donc elles ont toujours des surfaces assez planes. Donc si c'est en pente et qu'on a les dalles de calcaire assez épaisses qui sont dans le sens de la pente avec de l'argile par-dessus, on comprend bien que ça aura quand même une sacrée tendance à glisser et à ne pas tenir dans les pentes. Sauf si les bancs, comme... Alors, j'ai pas ma souris là, voilà. Il faut que je me calme un peu. Sauf si les bancs sont suffisamment redressés à rebrousse-pente de préférence. Alors, si c'est complètement à rebrousse-pente, c'est encore mieux, mais bien incliné par rapport à la pente, où là, on aura une certaine stabilité, un certain effet de résistance à l'érosion dans les pentes fortes. Voilà. Donc, vous voyez, ces deux contextes qui sont totalement différents. Et maintenant, j'ai terminé avec ce côté un petit peu théorique. Et on va en arriver justement à comparer des vignobles très pentus. Donc très rapidement, on va circuler en Rhône-Alpes, puis on va faire un petit saut en Valais, puisque quand même le Valais, quand même, j'espère que vous avez été vous y promener, on a 5000 hectares de vignes en pente moyenne à 25%, donc c'est absolument spectaculaire, et les vignerons adorent, on peut faire de la randonnée au-dessus, c'est super. Et j'incite aussi les Valaisans à venir en Beaujolais pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'un vrai sol de granit. Vous comprendrez pourquoi ils pensaient avoir des sols de granit, et ils n'ont pas de sol de granit en fait. Donc des climats, des climats très différents, des pluviométries très différentes, et quand on passe en Côte-du-Rhône septentrionale, on commence à toucher des climats qui sont plus méditerranéens, donc avec des pluies de plus en plus diluviennes. J'aurais pu mettre un petit peu d'Ardèche méridionale aussi, parce qu'on y a travaillé, mais là j'ai pas eu le temps de tout préparer. Et le Valais, bizarrement une pluviométrie très très faible, hein, avec des points à 400 mm, des zones en Valais à 400-500 mm, mais des températures évidemment très, très différentes. Et là, c'est là qu'on va commencer à toucher ces histoires de durée d'évolution des sols, et on commence à comprendre pourquoi Beaujolais et Valais ou Savoie, on n'a pas du tout les mêmes sols en forte pente. C'est l'histoire du rabotage glaciaire. Donc ça, c'est une image de ce qu'était la région Rhône-Alpes il y a à peu près 350 000 ans, on va dire, c'était en maximum glaciaire. Donc pour ceux qui font de la randonnée, encore une fois, quand on fait de la viticulture, il faut faire de la randonnée, hein. Donc on ne comprend pas la géologie. Les glaciers, c'est 1000 mètres de glace qui s'avancent et en s'avantant, rabotent absolument tout ce qui est tendre.
Donc tout ce qui est sol ancien, roches, meubles, etc., c'est raboté par les glaciers. Vous allez actuellement au pied de la mer de glace, vous trouvez des roches moutonnées, parfaitement lisses. Tout ce qui était meuble et tendre et altéré a disparu. D'accord ? Donc tous les vieux sols, en particulier, ont disparu. Donc, quand on est dans l'emprise de cette langue glaciaire, ça c'est le maximum, donc 350 000 ans. Il y a eu une autre, le dernier maximum glaciaire ne s'est avancé entre guillemets que jusqu'à Roman et a été nettement moins loin et s'est retiré il y a, on va dire, il y a 20 000 ans, hein, pour simplifier. D'accord ? Donc 20 000 ans, vous voyez les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, un granit ça altère de 1 cm à 10 cm en 10 000 ans. Donc comprenez que pour avoir plusieurs mètres de gore ou de saprolite, il faut plusieurs centaines de milliers d'années. Et que là, on ne les a pas à l'intérieur de cette truc glaciaire. Voilà, donc ça c'est une petite image, ça doit être une des vignes les plus hautes du Valais, Landos, située à 900 mètres à peu près, 950 mètres. Voilà, donc déjà c'est une première différence. Est-ce qu'on était dans une zone englacée ou pas ? Dans un domaine englacé, Denis, voilà, hein, le Savoyard j'allais dire de service, mais en mission commandée de Savoie, on a des surplombs énormes, hein, on a toujours la vue sur des hautes montagnes, avec des grands escarpements qui permettent de générer des éboulis extrêmement épais, qui font parfois plus de 2 ou 3 mètres. Hein. On a des régolithes, c'est-à-dire c'est pas des sols, mais c'est des choses meubles, ça va être des éboulis, des moraines, des leuses parfois en Suisse, mais pas en Savoie, les leuses c'est apporté par le vent. Autant de roches meubles qui sont descendues soit par gravité, soit par des torrents, soit par des rivières, soit par le vent, mais qui ne sont pas de l'altération des roches très très anciennes. Vous comprenez, c'est différent, hein, c'est des accumulations de matériaux détritiques qui peuvent être parfois très complexes. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire on va trouver de la roche, de la moraine, du leuze, des éboulis, et puis des fois même les vignerons qui rajoutent des mulches ou des cailloutiers par-dessus. Donc des sols plutôt profonds en fait, et plutôt très caillouteux. On a quand même des sols qui proviennent de roches anciennes en place, mais ça va être certaines roches, ça va être des schistes par exemple, naturellement très schisteux, qui n'ont pas besoin d'être très altérés pour que les racines puissent descendre, puisqu'ils sont naturellement en fines plaques. Ou des calcaires en plaquettes, hein, des calcaires schisteux, des calcaires sombres, mais particulièrement en plaquettes et particulièrement redressés. Et à ce compte-là, les racines peuvent descendre. Mais quand même, globalement, en Valais, 80% des sols qu'on a pu observer, et en Savoie également, appartiennent quand même plutôt à ces familles-là, c'est-à-dire des régolithes de pente qui proviennent soit des moraines, c'est les dépôts qui ont été apportés par les glaciers, soit des éboulis. Voilà. Et puis hors emprise glaciaire, évidemment, on n'a pas de grandes montagnes pour nous alimenter des gros éboulis, hein, parce qu'il faut bien que les pierres descendent de quelque part. En granit, on n'a pratiquement pas d'éboulis parce que la roche se décompose avant de pouvoir être embarquée. On a quelques éboulis autour du mont Brouilly ou au pied des coteaux de Vaud, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les éboulis très profonds de Savoie. Donc éboulis, donc on a surtout des saprolites, donc c'est ces roches altérées. Et là, je vous ai représenté. On ne voit pas très bien, hein, c'est un petit peu trop éclairé, mais ça c'est une coupe dans un saprolite, c'est-à-dire ça n'est pas du sol, c'est le rocher altéré, il n'y a pas encore les animaux, mais il y a des racines, hein, donc c'est des grains poreux avec des fractures où il y a un petit peu d'argile dans lequel les racines arrivent à descendre. Et ces saprolites arrivent à faire jusqu'à 2 ou 3 mètres d'épaisseur. Hein, donc ça n'a rien, vous comprenez, vous voyez, ça fait vraiment deux choses différentes. Et les saprolites étant cohérents, ils se tiennent quand même. Donc ils ont une faculté à tenir dans la pente. Mais par contre, le sol qui est au-dessus a vraiment très peu de facilité à tenir parce qu'il est sableux, c'est des sols plutôt acides, il n'y a pas de matière organique. Donc ça, je vais pas trop délayer là-dessus, mais vous voyez que ça fait vraiment des choses extrêmement contrastées. Donc importance après quand on arrive sur les calcaires ou sur des roches volcaniques de l'orientation des strates qui sont souvent, les fractures sont souvent verticales, ce qui permet quand même souvent une bonne descente racinaire,
Et ce qui est particulier dans beaucoup de roches, comme par exemple au Montbrouilly, c'est qu'on a pas mal de filons qui sont plus durs. On a des zones avec de la roche altérée où vous avez implanté de la vigne, enfin où les vignerons ont implanté de la vigne, puis des armatures en fait. On a des armatures rocheuses régulièrement. Souvent d'ailleurs les chemins ou les talus vont passer sur ces armatures rocheuses. Donc on va avoir l'impression qu'on est tout le temps sur de rochers, mais dès qu'on rentre dans la parcelle, on se rend compte que hop, on va passer à quelque chose de plus altéré et de plus vivable, parce qu'une vigne ne peut pas vivre sur un rocher complètement dur, quoi. Donc ce qu'on voit, se méfier, ce qu'on voit dans les talus, dans les chemins, etc., c'est souvent les zones les plus dures. Hein, et ce n'est pas forcément représentatif de la majeure partie des sols. Voilà. Donc globalement, on a donc des sols minces sur des altérites explorés par les racines et qui sont ici plutôt acides, alors que tout ce qu'on a vu, nous, comme vignobles, que ce soit en Savoie ou en Valais, à 95%, c'était des éboulis ou des moraines calcaires. Ah, donc déjà, voilà, ça fait encore des grosses différences. Donc voilà, tout à l'heure, vous verrez, Denis va vous parler un petit peu du vignoble de Savoie. Donc on a des éboulis qui arrivent à faire, donc ça c'est les éboulis de Chignien, hein, quand on arrive qui peuvent faire plusieurs 2-3 mètres d'épaisseur, hein, parfois, dans certains endroits, qui vont s'encrouter par le calcaire. On a aussi des petits dépôts de moraine, on a quelques calcaires inclinés, et puis après on va avoir des cônes de déjection torrentielle, ce qu'on n'a pas évidemment dans nos régions. Et puis des superpositions un petit peu complexes. En Valais, on avait un petit peu la même chose, encore plus accentuée. C'est pas pour faire de la peine à la Savoie, mais quand même, on a le Valais est quand même, c'est des pentes qui sont quand même extrêmement vertigineuses, avec, vous voyez, pareil, des sols assez profonds, des boulis qui vont s'accumuler dans des pièges un petit peu dans des pièges à terre fine, des superpositions, des cônes de déjection et quelques zones rocheuses sur des schistes particulièrement aptes à recevoir des racines. Mais en gros, on a quand même 80% des surfaces qui sont constituées de sols profonds et très caillouteux. Et ils tiennent dans les pentes parce qu'ils sont très caillouteux, donc ils sont perméables. Et donc, on a un ratio entre ce qui tombe, l'intensité des pluies et ce qui peut se drainer naturellement dans le sol qui est correct. On n'a pas trop d'engorgement, puisque un engorgement, c'est toujours une loupe de glissement qui part. Je voulais rajouter un truc. Ah oui, quand les glaciers sont partis, quand le kilomètre de glace a quitté sa vallée du Rhône ou la vallée de l'Isère, etc., évidemment, ça a créé une décompensation, en fait, une décompression assez brutale des versants. Et donc, quand on n'est pas armé par des roches ou par des cailloutis, tout ce qui est marneux, tout ce qui est un petit peu tendre, donc des marnes en gros, ont une tendance très très forte à glisser, à partir en loupe de glissement, parce que c'est pas encore stabilisé, en fait, si vous voulez, à l'échelle de 10 ou 20 000 ans, ce retrait glaciaire... Hein, oui, voilà, 5 minutes. Aïe. Voilà. Donc, pour résumer, donc vous avez compris un petit peu l'essentiel du message. On va refaire un petit zoom maintenant, revenir sur le Beaujolais, donc avec nos saprolites. Donc on a pu comparer, maintenant qu'on a pratiquement terminé notre cartographie, on a pu comparer les sols, on a toutes les surfaces possibles et imaginables avec quel sol, dans quel type de pente. Donc pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de voir nos cartes, là c'est très simplifié, ce ne sont que les matériaux parentaux. Donc dans la petite bulle en haut, ça c'est la répartition habituelle, vous avez d'ailleurs dans la plaquette, des sols, granit, pierre bleue, calcaire, etc. Et ça c'est la répartition dans les sols de forte pente, où on n'a plus que du granit, on a encore plus de volcanite noire, des schistes noirs qui sont dans les Hauts-de-Vaux, du Péréon, etc. et beaucoup de pierre bleue. Et on a presque plus de calcaire, on a quelques éboulis mais pas beaucoup, évidemment on n'a plus du tout de dépôts de piémont et de choses comme ça. Donc ça fait quand même une évolution, si vous voulez, entre les sols de pente moyenne. Ah, c'est pas celle-là, je me trompe en fait de diapo, c'est pas grave. Donc, bon, de toute façon, vous avez les chiffres, je vous donnerai cette diapositive. Non, simplement, là, du coup, on a pu analyser l'évolution, par exemple, des pH. Bon, c'est vrai que le pH, c'est ce qu'il y a, comme on est sur des sols qui sont plutôt acides au départ, tient le moins bien. Hein. C'est compliqué d'aller choler dans des pentes très très fortes. Donc on voit que dans les volcanites siliceuses et les granites, on est à 5,4, alors que plutôt dans les pentes plus faibles, on est en moyenne à 5,7, 5,8. Par contre, les autres paramètres sont pratiquement égaux dans ces sols de très forte pente que dans les sols nettement moins pentus, ce qui veut dire qu'il y a des entretiens qui sont tout à fait corrects. Quand on passe en vallée du Rhône,
on a un petit peu la même chose, sauf que le Rhône a rajeuni les coteaux. Au lieu d'avoir plusieurs centaines de milliers d'années de saprolite, on a plutôt 100 000 ans ou 200 000 ans, vous voyez, c'est nettement moins. À cause du passage du Rhône qui a tout retaillé, c'est plus que 200 000, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. C'est 1 million d'années, alors que le Beaujolais, c'est quand même beaucoup plus vieux que ça. Hein. Les saprolites du Beaujolais, c'est plusieurs millions d'années probablement. Donc des altérations un peu moins fortes, des paysages qui sont un peu différents, des pentes globales qui sont encore plus fortes, évidemment, à 50-60%. Et par contre des aménagements plus élaborés, beaucoup plus de murs, de construction complexes, et ça c'est une question de moyens évidemment, hein, tout à l'heure Bertrand l'a évoqué, mais évidemment on n'a pas non plus les mêmes moyens en Côte-du-Rhône septentrionale qu'en Beaujolais, mais on a aussi plus de cailloux sains pour construire des murs. Pour construire des murs il faut des roches pour s'armer, et il faut des cailloux qui permettent de construire des murs. Donc voilà, ça c'était l'évolution dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Donc en Beaujolais, le Beaujolais tout ensemble, c'est cette répartition-là, pente faible, pente moyenne, pente un peu plus forte et les pentes très fortes. Donc une évolution très très nette vers uniquement des sols pratiquement de saprolite, de granit, de pierre bleue ou de volcanite siliceuse et schisteuse. Donc on a pu, à l'occasion de notre travail de cartographie, on avait des outils assez performants qui nous permettaient de faire des cartes de pente, qui sont quand même le seul moyen objectif d'évaluer des surfaces. Donc là, je vous en présente quelques-unes. Donc ça, c'est l'ensemble du vignoble. Alors évidemment, une pente moyenne sur un ensemble de communes, ça n'a aucun sens. Il faut après refaire des calculs en coupant, en découpant avec l'appellation et avec le réellement planté. Ça n'a pas de sens de dire, si la moitié de l'appellation n'est pas plantée, on ne va pas sortir des pentes moyennes. Donc tous ces calculs sont permis. Au niveau des appellations, le champion c'est Cru-Chirouble, évidemment, ça n'étonne personne. Le Cru-Chirouble, voilà, ça c'est, si je repasse avant, voilà, ça c'est l'ensemble des communes, ça c'est l'ensemble de l'appellation et ça c'est l'ensemble du planté. Vous voyez qu'il y a quand même, vous n'y voyez rien, si un petit peu quand même. Surtout dans le sud, c'est quand même extrêmement mité, hein, donc ça n'a pas de sens de faire des calculs sans avoir exactement la localisation des pentes. Sur Chirouble, on a environ, si je me souviens bien, un quart de la surface plantée absolue qui est supérieure à 30%, mais ça impacte plus de 55% des surfaces par l'intermédiaire des parcelles. C'est-à-dire, il y a 55% de la surface des parcelles cadastrales, alors attention c'est les cadastrales, hein, qui est touchée par de plus de 30%. Tous ces calculs sont permis après au niveau communal. Évidemment les fortes pentes ne touchent que 25 communes sur 90 du Beaujolais, mais donc forte pente supérieure à 20%, quand je dis très forte pente ou pente extrême supérieure à 30%. Et pour 5 de ces communes, c'est pas ridicule, hein, on a 100 ou jusqu'à 200 ou 300 hectares, mais les pentes très fortes sont même les pentes principales, c'est la partie principale du vignoble. La championne en termes de surface, c'est Quincier, parce que c'est une grosse commune encore viticole, et on a près de 100 hectares en pente très forte, qui impactent plus ou moins 250 à 300 hectares de parcelles actuellement plantées. Voilà. Donc voilà, ça c'est une petite image de Quincier. On a habité à Quincier, c'est pas pour ça que je l'aimais, mais enfin les chiffres donnent Quincier. Voilà. Si on travaille sur les secteurs effectivement les plus pentus sont essentiellement en Beaujolais village et dans les parties qui sont au-dessus des crues, en dehors de Chirouble évidemment. Donc ça pareil, l'ensemble du vignoble, l'appellation Beaujolais et Beaujolais village planté et non planté, ce qui reste planté et ce qui est impacté par du supérieur à 30%. Donc, pour terminer, on a compris que les impacts réels dépassent largement les surfaces brutes de calcul qui sont données par des mètres carrés, qu'il faut un MNT, donc un modèle à 5 mètres, parce que pour pouvoir calculer une pente, il faut 3 pixels, donc on ne peut pas calculer une pente sur 30 ou 40 mètres, vu la taille des parcelles, donc ça va être 3 fois 5, ça fait 15 mètres. Bon, on a quand même des zones de pente qui sont à peu près suffisamment, à mon avis, suffisamment fines pour dessiner, pour faire des calculs cohérents. Donc si on prend par exemple les parcelles qui sont impactées même pour 1 pixel, il y a 3000 hectares qui seraient impactés par disons 1 ou 2 mètres carrés ou 1 ou 2 arts, je veux dire. Si on prend les parcelles qui sont impactées pour plus de 20% de leur surface, on tombe à 1300 hectares, ce qui est quand même considérable, hein, sachant que la surface brute c'est 840 hectares en Beaujolais, supérieur à 30%.
Et puis si on prend les parcelles assez grandes et puis impactées à plus de 20%, on tomberait à peu près 700 hectares. Voilà. Et donc ça, c'est des solutions qui sont permises par, voilà, on ne fait pas que du terrain à casser des cailloux sous la pluie et dans la neige, on fait aussi on a aussi pas mal d'utilisations graphiques et de solutions graphiques qui permettent, ces solutions graphiques ont beaucoup d'intérêt parce que les vignerons peuvent vérifier et corriger éventuellement, parce que le vignoble il évolue très vite, enfin malheureusement très vite, ou heureusement dans certains autres cas. Et donc ces surfaces, si on veut calculer ensuite des aides ou des choses comme ça, il faut quand même avoir des données qui soient solides, qui soient précises. Voilà. Donc voilà, ça c'est le parcellaire planté de l'appellation planté et non planté. Coloré, c'est les sols qu'on a définis, c'est donc le planté. On clipe ensuite les classes de pente par-dessus avec en rouge, ce qui fait plus de 30%. Et ensuite, on calcule les surfaces. On recherche les parcelles qui sont impactées. C'est celles qui apparaissent un peu en grisé, plus ou moins à n'importe quel pourcentage. Et ensuite, on en déduit ce qui est impacté à plus de 20, 30 ou 40%. Voilà. Donc, il faut des outils, mais il faut aussi beaucoup de terrain pour savoir ce qui est planté ou pas et quels sont les types de sols. Voilà, conclusion. Les sols de forte pente sont plus profonds qu'on ne le pense, mais aussi fragiles qu'on le craint. Je n'ai pas insisté parce que toute la matinée va être consacrée après aux solutions et aux problèmes, etc. Mais il fallait quand même... voilà. On est sur des équilibres très tendus. J'ajouterais que le granit, comme l'a dit tout à l'heure Bertrand, cumule un petit peu toutes les difficultés puisqu'on est à la fois très sableux, on n'a pas d'argile, on n'a pas de cailloux et le saprolite qui accueille les racines n'est quand même pas vraiment un sol si vous voulez, c'est une roche qui accueille des racines mais c'est pas vraiment un sol. Donc d'accord il se draine, il a des fractures mais nos trous par exemple en granit dès qu'il y avait un petit peu de pluie se remplissaient tout de suite. Hein, on a des très faibles réservoirs hydriques. Les changements climatiques, on en parlera, mais vous avez compris qu'ils ne vont pas s'impacter de la même façon sur ces différents types de sols. J'ajoute que la viticulture peut aider à mettre au point des solutions, puisqu'on est dans les situations les plus extrêmes qui soient, mais on n'a pas le droit de se tromper non plus, parce qu'il y a des risques humains, il y a des risques environnementaux particulièrement importants. Je pense qu'il en sera question au cours de la matinée. On doit travailler collectif, on a des parcelles trop petites pour prévoir des bandes enherbées partout, etc. Donc il faut travailler avec ceux du dessus, avec ceux du dessous. Ça ne peut pas être une réflexion purement individuelle. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Voilà, la connaissance et la compréhension, comme d'habitude, sont les meilleurs moyens d'assurer la protection d'un patrimoine important que sont les sols.